Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion d'information sur l'appel à projet 5G, 6G, solutions innovantes qu'on a organisé, voilà, qu'on a souhaité organiser en interpôle avec Cap Digital, Systématique et Images et Réseaux, suite à la prolongation de cet appel à projet pour deux nouvelles relèves au mois de juin et au mois de novembre. Donc voilà, l'idée, hein, pour l'Interpol, c'était un petit peu de mettre en valeur cet appel à projet, de favoriser aussi, les projets collaboratifs, entre notamment entre les pôles, et réunir les différentes, parties de la chaîne de valeur. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble et qu'on vous a proposé aussi des outils de rencontres qui sont encore ouverts, hein, si vous souhaitez discuter avec ensemble. Pour le programme de cet après-midi, donc on va effectuer une présentation de l'appel à projet, hein, solution innovante pour les réseaux du futur 5G, 6G avec, l'opérateur BPI France et l'interministériel, avec la DGE. On vous proposera un temps de questions et réponses sur cette AAP et pour ça on vous incite à utiliser la section, questions et réponses du webinaire si vous avez des questions, qui vous viennent lors de la présentation qu'on posera à l'opérateur et à la DGE. Après on fera un petit focus, voilà, sur le processus de labellisation que les pôles proposent, dans le cadre de cet appel à projet et plus généralement sur, l'ensemble des appels à projets France 2030. Comme l'idée aussi, c'est de faire, émerger des projets un peu collaboratifs et cetera sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On vous proposera quelques pitchs de projets, de gens qui portent des projets et qui recherchent des compétences. Hem et après, une fois, ce temps de conférence terminé, on vous proposera une rencontre, pour certains qui s'étaient inscrits avec BPI France pour poser des questions sur vos projets et aussi entre acteurs des pôles, pour monter des projets collaboratifs, échanger ensemble et voir, voilà, si vous pouvez travailler dans le cadre de cet appel à projet ensemble. Pour la présentation de l'appel à projet, donc voilà, il y aura la DGE, l'opérateur BPI et je vais laisser la parole, à Oumeima et pour tout ce qui est présentateur quoi? Tout ce qui est présentateur, je vous invite juste à me demander de changer de slide, parce qu'on n'a pas pu vous partager donc dès que vous avez besoin de changer de slide, vous nous le dites. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Alexandre pour la présentation et merci au pôle pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, je vais faire une brève présentation du plan France 2030, suivi d'une présentation de la stratégie d'accélération 5G réseau du futur et ensuite une présentation de l'AP solutions innovantes pour les réseaux du futur avant de laisser la main à mes collègues de la BPI. Donc, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Donc, la slide d'après, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, le plan France 2030, dans lequel s'inscrit notre stratégie d'accélération 5G réseau du futur, a été annoncé en octobre 2021 et s'inscrit dans la suite du plan France Relance. Il porte sur le financement, notamment sur le financement de projets de la recherche à l'industrialisation, donc visant des niveaux de technologie très très larges, en partant de la recherche incrémentale à l'industrialisation, à la commercialisation de solutions qui sont à un niveau 9 de TRL. Ce plan est décliné en plusieurs objectifs et plusieurs leviers que nous allons voir dans le slide suivant, s'il te plaît, Alexandre. Est-ce que je pourrais avoir le slide suivant, s'il te plaît? Là ou pas? Tu vois pas? Je crois que je suis en train de me faire ah non.
Je vous invite à attendre quelques instants. Je crois qu'on a perdu, Oumeima, la DGE. Excusez-nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, super, merci. Il y a eu un problème, j'ai été éjectée de, de la réunion. Mais reprenons. Donc, je vous disais, le plan vise plusieurs objectifs, dont l'émergence de nouveaux acteurs sur certains secteurs, type nucléaire, hydrogène. On vise aussi la décarbonation de l'industrie, la réduction des émissions de carbone, de la consommation énergétique de manière plus générale, ce qui passe par donc, la production de 2 millions de véhicules à zéro émission, le développement d'une mobilité souveraine et sobre, ainsi que l'introduction du premier avion bas carbone. On vise également l'innovation pour une alimentation, enfin pour un mode de vie plus sain, donc pour la santé améliorée, qui passe notamment par une alimentation plus saine, durable et traçable, avec un objectif de faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine, et placer la France en tête des contenus culturels et créatifs. Également, la participation à l'aventure spatiale et l'exploration des grands fonds marins. Donc, ces objectifs sont déclinés au sein de plusieurs stratégies d'accélération dont je parlerai après et sont mis en œuvre en mettant en œuvre plusieurs leviers comme notamment sécuriser l'accès aux matières premières, sécuriser l'accès aux composants stratégiques, qui là est un point qui est réellement transversal et que nous retrouvons dans le plus grand nombre des stratégies d'accélération. Le développement des talents, qui est également un enjeu et un sujet très important sur l'ensemble du plan France 2030. La maîtrise des technologies numériques souveraines et sûres, qui est un point d'ordre là encore particulièrement dans notre stratégie d'accélération, le développement d'excellence de nos écosystèmes d'enseignement supérieur et le soutien et l'émergence de la croissance des acteurs innovants, qui est particulièrement pertinent dans le cadre de l'AAP présent. S'il te plaît, la slide suivante. Merci. Alors, les acteurs clés sont 4, je dirais. Donc, le Premier ministre, qui est la clé de voûte de toute l'organisation, son secrétariat général pour l'investissement avec plusieurs pôles thématiques, 11 ministères impliqués, dont le ministère de l'économie, évidemment, mais aussi celui de la recherche, la transition écologique et d'autres, et 4 opérateurs, donc BPI France, l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME et la Caisse des dépôts. Ensemble, nous assurons la bonne conduite du plan France 2030 et ces 4 acteurs prennent part aux appels à projets. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Merci. Alors là, c'est le processus de la définition des stratégies. Donc, on commence par définir les ambitions, les objectifs et les axes clés, ce qui est fait très en amont, donc dès 2021 pour la stratégie d'accélération 5G. Et c'est ensuite décliné en plusieurs dispositifs, comme des appels à projets, comme celui-ci, des appels à manifestation d'intérêt, ou sous d'autres formats que j'évoquerai dans le cadre de la présentation de la SA 5G. Pour chaque AAP, chaque AMI, chaque dispositif de financement, on doit choisir un opérateur, établir un cahier des charges en collaboration avec cet opérateur et proposer des dates de relève qui sont plus ou moins modifiables. Ensuite, dans le cadre de l'opération du projet de manière plus concrète, on doit choisir les experts, toujours en collaboration avec l'ANR, la BPI, l'ADEME ou la Caisse des dépôts, pour établir un comité de présélection, mener des auditions. Et enfin, la dernière étape est le financement, qui est donc conditionné par le succès aux étapes précédentes. Et qui est conditionné par la validation, enfin tout ça évidemment est conditionné par la validation en interministériel dans le cadre du CPMO, donc Comité de pilotage ministériel opérationnel, et par in fine la décision de financement qui est signée par le Premier ministre. Donc, slide suivant s'il te plaît. Merci. On en arrive à la stratégie d'accélération 5G réseau du futur.
Elle a été annoncée en 2021 et court jusqu'à 2025 et coordonnée par la DGE, donc par l'équipe à laquelle j'appartiens, en lien avec d'autres ministères, donc celui de l'Intérieur, des Armées, particulièrement celui de la Recherche, sur les sujets qui portent sur des TRL relativement bas, et des agences comme l'ARCEP et l'ANSSI. Le budget de notre SA est de 525 millions d'euros, donc entre 2021 et 2025, sur 4 axes qui réellement gouvernent notre stratégie d'accélération. Le premier porte sur les usages 5G. Donc c'est le soutien au développement de cas d'usage pour les territoires et l'industrie. Donc dans ça, on retrouve la mission 5G industrielle. Moi, je vous parlerai plus tard. Le second est le développement des solutions françaises souveraines sur les réseaux télécoms, dans le cadre duquel s'inscrit le présent AAP. Le troisième est le soutien des forces de recherche et de développement sur les technologies de réseau, donc principalement sur le développement de la 6G. Et le quatrième est le renforcement de l'offre de formation, donc le développement de compétences, qui est transversal et qui mêle d'autres stratégies d'accélération. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc là, on a les dispositifs qui ont été mis en œuvre dans le cadre de l'ASA. Donc le premier, dans le cadre du premier axe sur le cas d'usage, on a eu un AAP qui s'appelle AAP Résilience entre septembre 2020 et 2021, qui finançait des plateformes d'expérimentation sur la 5G qui permettaient de tester en fait des cas d'usage 5G. On a aussi eu donc la mission 5G industrielle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était pilotée par Philippe Herbert, et au terme duquel on a eu le rapport 5G industriel, qui porte sur les développements et l'intérêt en fait de la 5G au service de l'industrie. Et puis enfin, on a eu le campus, l'AMI Campus Fab Lab, donc appel à manifestation d'intérêt sur le développement de Fab Lab 5G. Dans le cadre du second axe, donc offre souveraine, développement de l'offre souveraine, on a le PIEC microélectronique et connectivité, qui est un véhicule de financement européen où plusieurs entreprises européennes bénéficient de subventions de la part de leurs États respectifs. Donc le financement vient dans le cas présent, il vient de notre SA, et il porte sur le développement de technologies 5G qui ont dû nécessiter un accord de la Commission pour être validé, la Commission européenne. On a aussi eu les appels à projets franco-allemands, donc communs sur les réseaux privés 5G, qui ont actuellement pris fin et qui mêlaient des acteurs nationaux français et allemands, notamment pour tester des réseaux privés en France, sur des sites type des gares ferroviaires, et en Allemagne. Et ça mêlait des acteurs industriels, mais aussi des laboratoires de recherche. Ensuite, donc, à propos du cœur du webinaire, à savoir l'AAP Solutions innovantes, il s'inscrit dans le cadre de l'axe 2 et 3, puisque l'on vise à la fois les technologies 5G et 6G et fait suite à un AAP précédent qui était ouvert entre février 2021 et juin 2022, solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications. Enfin, sur l'axe 4, donc le développement des compétences, on a un EDEC, donc l'engagement, développement de l'emploi et compétences, en collaboration avec d'autres équipes de la DGE, d'autres ministères aussi, comme le ministère du Travail, qui porte, lui, sur l'après pose du réseau fibre et fin du cuivre, et l'accompagnement dans le développement de compétences des techniciens qui étaient spécialisés dans dans le cuivre et la fibre. Et enfin, l'AMI Compétences et métiers d'avenir, qui est un gros dispositif transversal dans lequel on retrouve un certain nombre de stratégies d'accélération qui portent là encore sur le développement des compétences et qui sera ouvert jusqu'à 2025. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, dans le cadre du présent AAP, donc solutions innovantes pour les réseaux 5G, 6G, on porte sur... il porte sur Maïma. Ouais. Excuse-moi, je pense que en fait, c'est plutôt un slide à nous, en fait. Ah, bah, je t'en prie, Serge. Je te laisse la main. Tu m'entends? C'est bon, allez-y, du côté de BPI et dites-nous quand on change. Allez-y, Serge et Maëlle, pour la présentation, effectivement, de l'appel à projet. D'accord. Merci. OK. Donc, ce que je disais, ce slide-là, c'est plutôt pour nous. Et en fait, il reprend un peu ce qui est ce qu'on attend des axes 2 et 3, sur lesquels porte l'AAP.
Donc, en fait, ce sont ces deux axes-là, contrairement à l'axe 1 qui était vraiment orienté cas d'usage, sont plutôt orientés R&D. Et donc, en fait, on attend des solutions ou des initiatives de R&D sur la 5 et la 6G, donc qui portent aussi bien sûr les équipements de télécommunications, logiciels, matériels, services, que le réseau d'accès, le cœur de réseau ou l'edge. Un point pour lequel sur lequel on porte beaucoup d'attention actuellement, c'est quand même les impacts environnementaux. Donc, on attend en fait des solutions qu'ils détaillent en fait ce qu'ils apportent ou ce qu'ils n'apportent pas au niveau impact environnemental. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on attend différents TRL allant de 3 à 6 pour des projets qui sont très orientés R&D. Après, si ce sont des projets qui ont une forte maturité, je dirais, technologique, des projets plutôt industriels, le TRL peut aller jusqu'à 9. Et d'une manière globale, pour des solutions qui sont commercialisées et qui font que de la R&D, on s'attend à ce que le TRL ne dépasse pas 8, mais c'est indicatif et c'est apprécié, disons, au fil de l'eau et en fonction des relèves. Slide suivant, s'il vous plaît. OK. Donc, ce slide-là, oui, donne un peu une idée des types de projets qui sont attendus. Donc, bon, il y a la virtualisation des réseaux, c'est quand même quelque chose qui est assez regardé ou assez prégnant en ce moment. Il y a tout ce qui est ouverture d'interface, donc la désagrégation des réseaux, surtout dans le réseau d'accès, où on veut introduire un peu plus ou beaucoup plus de compétition entre les différents acteurs. Et donc, par exemple, typiquement l'Open RAN ou d'autres initiatives comme le Virtual RAN, des choses comme ça. L'edge computing, tout ce qui est IA, intégration de l'IA dans les réseaux, dans la supervision des réseaux, dans l'opération des réseaux. Je donne un peu les exemples un peu pêle-mêle. Donc, métaverse, jumeaux numériques. Et puis, des solutions qui préparent en fait les réseaux à l'arrivée de la 6G. Et notamment, il y a l'exemple des risques qui sont donnés. Mais voilà, on ne se limite pas à ça. S'il y a d'autres initiatives qui sont très 6G et où il y a de la forte R&D, elles sont complètement éligibles, on les considérera. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. OK, et donc ça, c'est les projets, disons, les objectifs globaux qu'on leur assigne. C'est de contribuer au développement de la filière française et européenne. Donc, on s'attend à ce que ce soit des projets qui soient souverains, entre guillemets, souverains au sens européen. C'est-à-dire que, allez, il y a une sorte de préférence nationale, mais s'il y a des initiatives ou des projets qui embarquent des acteurs européens, des constructeurs européens, elles sont bienvenues. Donc, qui répondent des initiatives aussi ou des projets qui répondent aux demandes du marché. Et donc, parce que le but est d'arriver quand même à commercialiser un certain nombre de choses. Et donc, il faut que ce soit en phase avec les demandes actuelles du marché. Donc, il faut un niveau d'innovation technologique assez avancé qui dépasse un peu ce qu'il y a comparé à l'état de l'art et avec une vision de ce que fait la concurrence. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on regarde beaucoup tout ce qui est impact environnementaux et socio-économiques aussi. Donc, on s'attend à ce que, au niveau emploi, au niveau de la propriété intellectuelle, en fait, l'écosystème français puisse bénéficier des projets. Et éventuellement, des projets qui s'inscrivent dans une logique européenne avec des acteurs qui participent en fait aux différentes initiatives qu'il y a sur la 5, la 6G en Europe. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en termes de qualité des dossiers, on s'attend à ce que les dossiers soient complets. En fait, il y a un canevas téléchargé et donc, en fait, les porteurs peuvent voir s'ils ont répondu, enfin, en tout cas, s'il y a toutes les pièces administratives et tout ce qu'on attend des projets. Et d'une manière générale, il faut préciser le contexte général du projet, le contexte économique, donner les projections économiques des
des différentes entreprises, surtout si elles sont PME. Les entreprises cotées, pas forcément, c'est un peu plus limité parce que il y a la réglementation qui ne permet pas de tout donner. Et puis, au niveau technologique, est quand même assez, je dirais, exhaustive. Donc, démontrer l'intérêt de la solution à l'aune de la dynamique des marchés, des opportunités, présenter très clairement les aspects innovants, les innovations que le projet comporte, avec des éléments chiffrés pour permettre au jury en fait de décider, de pouvoir faire une bonne ségrégation entre les différents projets. Donc, on demande aussi aux porteurs de projets de porter une bonne attention sur le budget, sur les montants, essayer de justifier les montants qui sont demandés pour que l'instruction, en tout cas dans un premier temps, la présélection et ensuite l'instruction se fasse de manière, je dirais, assez facilement. Voilà. Je laisse la parole à Maëlle. Donc, je vous laisse passer à la slide suivante. Alors, en termes de type de projet attendu, donc on est sur des assiettes de dépenses totales qui doivent dépasser 2 millions d'euros minimum pour les projets collaboratifs et on va abaisser ce montant à 1 million d'euros donc pour les PME qui présenteraient un projet individuel. Que ce soit donc du côté des porteurs de projets individuels ou des consortiums, toutes les tailles et les types de structures sont acceptées. Donc en termes de durée indicative, donc sur les projets individuels, on va être sur des durées entre guillemets comprises entre 18 et 60 mois. En une fois, c'est comme disait Serge, c'est de l'indicatif, mais ça vous donne une idée. Et projet collaboratif, on est sur des durées comprises entre 36 et 60 mois. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ouais. En termes d'éligibilité, donc la première phase, lorsque vous déposez votre dossier à la relève, le premier critère d'éligibilité, c'est d'avoir donc soumis l'ensemble des pièces qui est demandé dans le document qui est téléchargeable sur le site internet de BPI France dans les délais, donc c'est-à-dire avant midi le jour de la relève. Donc ce sera le 11 juin pour la prochaine relève de l'appel à projet. Donc sur notre plateforme Pixel. Ensuite, un autre élément d'éligibilité qu'il est important à avoir en tête, c'est que l'ensemble des travaux doivent être réalisés en France et ne doivent pas être engagés avant la date de dépôt. Donc les dépenses comptent à partir donc du lendemain de la date de dépôt de votre dossier sur notre plateforme. Et ensuite, en tant que porteur, évidemment, vous devez avoir une société qui est inscrite au registre donc en France. Pour les modalités de financement, voilà, on est sur de la subvention et de l'avance remboursable. Et donc voilà, les dépenses de RI sont subventionnées à 75% et celles de DE à 60%. Slide suivante, s'il vous plaît. Les critères de sélection, alors je pense que Serge en a déjà bien parlé avant, avec donc l'importance des impacts socio-économiques, des retombées, notamment pour le pays. Il y a également une forte attention qui est portée sur les impacts environnementaux. C'est d'ailleurs une grille à remplir sur le sujet et donc c'est important de bien la traiter et de ne pas la laisser de côté. Et puis après, évidemment, c'est la globalité de votre projet et de votre dossier, donc la pertinence du projet au regard des objectifs qui sont mentionnés dans le cahier des charges et évidemment la qualité du modèle économique et du plan de financement que vous présentez en rapport avec ce projet. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, donc, au niveau du processus, donc voilà, pour vous donner un petit peu grosse maille, une idée de tout le processus de sélection sur l'appel à projet. Donc, entre la date de dépôt et la décision de financement, il va se passer environ 6 mois. Donc, au début, donc, le premier filtre, donc la première phase de sélection, intervient donc après le dépôt de votre dossier. Donc, il y a 1 mois pendant lequel les experts de BPI France vont évaluer autant en éligibilité que sur les critères également du cahier des charges, la présélection de votre dossier. Donc, ça fera un premier filtre. Pour les projets qui passeront cette phase de présélection, il y aura des auditions qui seront mises en place, donc environ 2 mois après la date de relève. Là, vu qu'il y aura l'été, par exemple, pour la relève de juin, on sera plutôt donc sur la mi-septembre.
Ces auditions, c'est le moment pour vous de présenter votre projet face à un jury qui est composé de 3 experts indépendants, donc des experts sectoriels et d'un expert BPI France également. Et donc c'est à la suite de votre présentation, vous avez un échange donc de questions-réponses avec ce jury-là. C'est donc le 2e filtre donc de l'appel à projet et donc si le projet passe également ce filtre-là, on rentre en instruction approfondie et donc à ce moment-là, on vous demandera de nouvelles pièces donc pour avoir un dossier complet, donc des pièces qui viendront préciser tout ce qui a déjà été avancé en audition et dans la première partie de votre dossier. Et à ce moment-là, s'ensuivra donc la phase d'instruction approfondie par un expert BPI France qui dure environ 2 mois et qui amène donc à la décision de financement donc dans ce laps de temps de 6 mois. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'on est donc opérateur de l'État, donc évidemment à chaque phase de sélection, tous les résultats sont présentés et validés en accord avec les ministères et la DGE. Donc slide suivant, s'il vous plaît. Et puis donc voilà, pour finir, donc le focus sur le dossier de candidature donc du premier dépôt, celui qui est à nous rendre au moment de la relève. Vous avez 5 pièces à déposer dans votre dossier. Donc le premier qui est la présentation de votre projet en environ 30 slides et qui comprend donc 4 grandes parties. La partie 1 qui est sur vraiment l'état de l'art de l'innovation, les verrous technologiques que vous soulevez avec votre projet. En deuxième partie, c'est plutôt sur les porteurs. Donc, si vous êtes porteur unique sur votre entreprise ou si vous êtes sur un consortium, présentez un petit peu la gouvernance du consortium, le chef de file et les partenaires. Et puis ensuite, partie 3 et 4, vous présentez plus en détail donc le projet, l'innovation et les retombées économiques qu'il aura. Et puis après, ça va être des documents de l'ordre comme l'alias fiscal, les prévisions économiques, la fameuse grille d'impact socio-économique et environnemental qu'il est important de bien remplir et qui est prise en compte dans la sélection des dossiers et une fiche de demande d'aide, donc un document très administratif que vous devez remplir et nous retourner signer. Voilà. Donc slide suivante, je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Donc nous, on reste à disposition, donc la DGE, Serge et moi-même pour répondre à vos questions, donc déjà tout de suite. Et puis si vous en avez ultérieurement à cette présentation, n'hésitez pas à nous écrire sur les adresses mail qui sont sur cette slide. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je voudrais juste poser 2 petites questions pour introduire la discussion par rapport à ce que j'ai entendu. Une question qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce que vous avez un petit peu un recul par rapport aux relèves précédentes que vous avez fait sur voilà, les des projets que vous attendez ou des conseils par rapport à ce que vous avez vu, même général, par rapport à des nouveaux candidats, par rapport à ce que vous avez pu instruire? Et ma deuxième question, c'était, au début, on a dit que c'était plutôt, voilà, que les cas d'usage, c'était plutôt sur, solutions industrielles et cetera. Mais j'ai quand même cru lire dans le cahier des charges que vous cherchiez et que celui-là était plutôt orienté, RD. J'ai quand même cru lire que, dans le cahier des charges, il y avait quand même une place pour les cas d'usage, les applications de la 5G ou de la 6G, donc un petit peu un côté, quand même, cas d'usage. Donc je sais pas si voilà, c'était un peu mes questions. Alors, je ne sais pas si... Oui, pardon. Je ne sais pas si Omaïma souhaiterait répondre, mais sinon je peux. Je peux répondre et puis si j'oublie des éléments, tu peux me compléter, peut-être Serge. D'accord. Alors, le dispositif n'est pas principalement destiné au financement des cas d'usage, parce qu'on a eu d'autres dispositifs pour ça. Là, c'est davantage des solutions commerciales, enfin, des solutions industrielles et commerciales, enfin, commercialisables et industrialisables. En revanche, nous apportons une attention considérable aux aspects liés à la réduction de la consommation énergétique. Donc, dans ce sens-là, peut-être que des usages qui permettraient des réductions de la consommation énergétique pourraient se prêter
pourrait être pertinent pour être soumis au présent AAP. Vous avez le micro coupé, Serge. Okay. Éventuellement, je peux compléter. En fait, quand on dit on s'attend à des projets plutôt R&D, en fait, c'est que c'est un peu par rapport à l'historique. C'est-à-dire que quand on a démarré France 2030, on a plutôt financé des plateformes. Au tout début, c'était le premier axe. Et donc, c'était des projets qui étaient très, je dirais, de maturité élevée en termes de TRL, élevés, qui s'adressaient à des cas d'usage sur des verticaux, principalement, et pour monter des plateformes. Donc, des plateformes de démonstration, de montée en compétence de l'écosystème, un certain nombre de choses comme ça. Les deux axes, c'est moins. Mais quand on dit qu'on s'attend à des projets de R&D et que, en fait, qu'il y ait des débouchés marché, forcément, il faut avoir des cas d'usage à l'esprit. Et il faut, une fois qu'on a fait la partie R&D et qu'on a un prototype, pouvoir le démontrer pour un marché ou pour un cas d'usage, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas complètement décorrélé. Ce qu'on veut, là où on veut, enfin, ce qu'on veut vraiment souligner, c'est qu'on veut de la R&D plutôt pointue, qui débouche sur du marché, hein. Il faut que les applications soient commercialisables, pas de la R&D pour de la R&D. Donc, et derrière, il faut donner des projections de chiffre d'affaires. Donc, les deux ne sont pas décorrélés ou en fait, on ne s'attend pas qu'à des projets. Ce n'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, très clair, merci. Très clair, merci. Donc on a une question dans le chat. Donc Estelle Veus qui demande est-ce que la formation est-elle toujours exclue de cet appel à projet? Donc l'axe 4 fait référence à l'axe 4 de la stratégie d'accélération. Pardon, Estelle, vous demandez si la formation est exclue de l'axe 4? J'ai pas bien Non, compris. de l'appel à projet, Oui. en faisant référence à l'axe 4 de la Oui. stratégie. Oui, effectivement, parce qu'on a un axe qui est dédié au développement de compétences et à la formation, donc oui. Et c'est effectivement, ça ne rentre pas dans l'appel à projet. D'accord, merci. On a une autre question de Mohamed Labiod. Quelle est la part du monde académique dans cet appel à projet? Je peux répondre et peut-être que Serge pourra compléter si besoin, mais l'appel à projet est clairement à destination également des acteurs académiques en collaboration avec les acteurs industriels. Donc, comme l'ont dit Serge et Maëlle, on vise des consortiums qui sont d'expériences souvent composés de grandes entreprises, de PME et de laboratoires. Alors, ce que je pourrais rajouter, je pense que de mémoire dans le cahier des charges, en fait, on s'attend à ce que les consortiums soient dirigés par des entreprises ou des projets individuels portés par des entreprises. Donc, des projets individuels portés par des académiques, je pense que dans le cadre de ce TAP, ce n'est pas possible. Mais jusqu'à présent, la plus grande partie, je dirais, oui, en tout cas une très bonne partie des projets qu'on a financés incluaient des académiques qui ont participé à part entière. Donc, les académiques ont leur place dans l'AAP, je ne dirais pas au même titre que les entreprises, mais voilà, à un titre différent, mais de manière très pleine, une participation pleine. D'accord, merci pour cette réponse. Peut-être une question complémentaire et en attendant, si d'autres personnes veulent poser des questions dans le chat, allez-y. Quelle est la taille des consortiums que vous attendez? Est-ce que vous attendez une certaine taille? Est-ce qu'il y a une limite aussi de nombre de partenaires attendus? Voilà. Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'indication sur la taille d'un consortium attendu? Si, alors pour la taille du consortium, maximum 10 partenaires. C'est la limite qui est fixée. Très bien, merci. Alors je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Alors les projets liés à la 5G satellitaire, 5G NTN sont-ils éligibles? Oui. Oui, ils le sont. Ouais, quand on parle de 5G, on ratisse assez large. Donc, c'est la 5G traditionnelle, mais c'est aussi la 5G par satellite.
Et on a déjà financé des projets 5G NTN. Donc, d'autres projets sont les bienvenus. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions, a priori. Le micro. Ouais, un petit complément par rapport à la présentation. Par exemple, là, vous avez dit que vous avez financé des projets d'une certaine catégorie. Est-ce que par exemple, sans forcément être restrictif, est-ce qu'il y a des types de projets que vous n'avez pas encore vus et que vous aimeriez voir, par exemple, ou ce genre de choses? Sur des thèmes particuliers? C'est une très bonne question. Là, tout de suite, je Oumaima, je crois que ton micro a coupé. Non, on vous entend, on vous entend. Non, celui d'Oumaima, en fait, je disais, j'ai l'impression qu'elle répondait. Moi, je ne l'entends pas. Si, moi je l'entends. Ah, ok, pardon. Là, tu m'entends, Serge? On m'entend ou... Oui, vas-y, Oumaima. Merci, Maëlle. Je disais que c'est une bonne question. Que sous le contrôle de Serge, on n'a pas vu beaucoup de projets sur la virtualisation des réseaux 5G depuis le début de l'AAP, mais que globalement, il y a une grande variété de projets qui est soumise. Et donc, moi, je ne pourrais pas relever d'un point ou d'une brique technologique en particulier qui est manquante. Je dirais que la question, elle est un peu, je dirais, elle est un peu colle, elle est un peu piégeuse. On a vu quelques projets de virtualisation. Par exemple, il y a un projet, un consortium qui s'appelle Simple RAN. On les a vus, mais il y a peut-être 2 ans, je pense, où voilà, ça fait un moment. Et pas sur, je dirais, cette version de l'AP, peut-être la précédente. Voilà, on l'a vu. Là, comme ça, il y a des gens qui ont dit récemment qu'on n'a pas vu beaucoup de projets NTN, sauf que depuis qu'ils ont dit, en fait, on en voit, certains. Donc, non, c'est complètement ouvert. Le but, c'est que ça parle en tout cas, ça travaille sur la 5G et sur la 6G, donc 5,5 plutôt que 5,0. 5,5 et 6G, c'est ce à quoi on s'attend. Après, on n'a pas c'est la pertinence technologique et marché qui sont regardés. Donc, à partir du moment où on a ces deux aspects-là, le projet, il est finançable. Même si des gens ont déposé dans ce domaine-là déjà. Donc, enfin, si ce ne sont pas les mêmes personnes, si ce sont les mêmes personnes qui reviennent, là, il y a un petit souci. Mais si ce sont d'autres acteurs qui déposent des projets dans le même domaine, s'il y a une pertinence technologique, oui, quoi. L'État ne va pas refuser de financer des projets qui sont pertinents, qui sont bien écrits. Après, aujourd'hui, on arrive plutôt en fin de stratégie d'accélération et les budgets se raréfient ou en tout cas diminuent. Mais voilà, il faut se sentir vraiment libre de promouvoir les projets où on se sent le plus à l'aise. Il n'y a pas d'indication ou de contre-indication. Donc, proposez là où vous êtes le plus pertinent. Très bien, merci pour vos réponses. On a 2 questions de Marc Soulacrou. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y a un critère de chiffre d'affaires minimum ou maximum pour le dépôt d'un projet? Alors non, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum ou maximum. On parle d'assiettes d'aide des dépenses. Enfin, c'est les dépenses qui sont présentées et qui sont éligibles, mentionnées dans le cahier des charges qui comptent. Et donc l'assiette doit être de minimum 2 millions d'euros, sauf pour les PME qui présentent toutes seules. Mais pour le chiffre d'affaires, il n'y a pas de minimum ou de maximum. Et du coup,
j'ai vu passer une autre question sur est-ce que ce projet est ouvert aux startups en cours de création? Si je réponds en même temps, alors il faut l'un des critères que j'ai mentionné en termes d'éligibilité, c'est que l'entreprise, la structure soit enregistrée au RCS, donc il faut qu'elle soit officiellement créée pour pouvoir déposer. Juste sur le chiffre d'affaires, je pourrais dire qu'il y a quelque chose d'implicite, c'est que, en fait, il faut que le chiffre d'affaires que l'entreprise fasse soit quand même supérieur aux dépenses. Ça, c'est un minimum. Sinon, c'est un projet qui tourne à perte. Donc, voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire, mais il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de critère en termes de quantité, oui, voilà, ou une limite inf de chiffre d'affaires. C'est plutôt, voilà, un projet qui soit rentable et que l'aide que l'État main, le chiffre d'affaires apporté soit supérieur à l'aide que l'État main et à l'effort que le porteur aussi met. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, il y a des avances remboursables. Donc, qui dit rembourser des avances suppose faire un chiffre d'affaires minimum pour pouvoir rembourser les avances. Donc, il y a une équation économique, il doit y avoir un chiffre d'affaires qui soit supérieur au point mort du projet. Merci pour votre réponse. Et donc, cette même personne pose quelle est la définition d'une PME. Alors là-dessus, une définition d'une PME au sens de l'INSEE, c'est une entreprise donc, de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est la définition nationale. Et ensuite, il y a donc cette même personne qui demande s'il y a des anciens projets, enfin, est-ce que vous avez la liste des anciens projets qui ont été financés via les appels, les anciennes vagues? Ou est-ce qu'elle n'est pas publique à ce stade? Ou Maïma, peut-être? Oui, et donc la question porte, parce que je l'ai sous les yeux, la liste des anciens projets comme 5G NTN, oui, on l'a. Nous allons faire des vagues de communication sur les projets qui ont été financés incessamment sous peu. Donc, parce que c'est des informations qui sont effectivement publiques. Maintenant, dès que la DGE fera cette communication, DGE, SGPI, BPI, tous ensemble, vous verrez les projets qui ont été financés. Et surtout, il existe d'anciennes listes. Enfin, l'AP a démarré par un AMI, en fait, je pense en 2021. Et donc, il y a eu les tout premiers projets qui ont été financés ont même il y a eu des annonces ministres là-dessus. Donc, ça existe et c'est public. Donc, si vous tapez AMI Télécom dans Google, je pense que vous tomberez sur des choses. Mais effectivement, il y aura de nouvelles campagnes de communication en fait sur les lauréats. Merci à vous trois pour vos réponses. Je vois pas d'autres questions a priori dans le chat. Alors, moi, je vous poserai juste une dernière question, c'est par rapport aux critères de sélection, par rapport à tous les dossiers que vous avez pu instruire, voir. Est-ce que vous avez des recommandations juste, sur des points de vigilance à avoir sur certains des critères ou sur lesquels faire plus attention que d'autres, ou pas? Je peux commencer en disant que, enfin, je sais pas, j'étais déconnectée à ce moment, mais donc je ne sais pas si ça a été mentionné, mais qu'il y a un point qui est très important, c'est la clarté de la présentation, la clarté du dossier qui en fait lève tout un tas d'obstacles à la compréhension et permet de tout simplement bien comprendre le projet et pas passer à côté de certains points qu'on pourrait juger bloquants, que vous avez peut-être déjà abordés, mais qu'on n'a pas bien vu dans le dossier. Sinon, il y a également la collaboration, enfin, en fait, le fait d'embarquer plusieurs acteurs de l'écosystème, surtout quand c'est piloté par un gros acteur et qu'il y a un effet de traction, de gravité qui lui permet en fait de porter de plus petits acteurs, parce que c'est ça l'objectif, c'est dans le cadre on remet les choses dans leur contexte, à savoir le cadre de France 2030 et de la SA 5G, c'est alimenter, faire monter les plus petits, enfin les acteurs de l'écosystème, et ça passe par des Orange Airbus jusqu'à de plus petits acteurs type Bubble Rat, Recom et d'autres.
Merci, merci pour vos réponses. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec, du coup, la présentation, donc par Florence de Systématique, du processus de labellisation des pôles de compétitivité. Merci beaucoup Arthur, merci à tous nos intervenants de la BPI et de la DGE. Alors nous, les pôles de compétitivité, on est en fait un maillon dans toute cette chaîne du financement de l'innovation de l'État. On agit en tant qu'intermédiaire et tiers de confiance. Et donc, on accompagne les porteurs de projets dans le cadre d'un processus de labellisation qui est commun à l'ensemble des pôles de compétitivité en France et qui consiste donc en amont à notamment organiser des ateliers d'émergence de projets comme celui qu'on vous propose aujourd'hui, à vous orienter vers le ou les bons guichets de financement, que ce soit au niveau régional, national ou européen. On vous aide également à identifier des partenaires dans le cadre de projets collaboratifs, qu'ils soient français ou européens. Et puis, on assure une veille continue sur les appels à projets qui sont ouverts ou à venir. Et si on peut me passer la slide après. Donc ça, c'était en amont. Et donc, plus en aval de phase, finalement, quand vous avez une version un peu aboutie de la présentation technique de votre projet, eh bien, on l'a fait analyser et évaluer par un comité d'experts qui va regarder notamment le degré d'innovation et le positionnement par rapport à l'état de l'art, la faisabilité technique et le niveau de maturité, la stratégie d'accès au marché, les stratégies de propriété intellectuelle, ainsi que les barrières d'accès à l'entrée au marché. Les critères environnementaux, je crois que Serge et Maëlle ont bien insisté sur ces critères qui sont de plus en plus prégnants dans les plans de financement. Et puis, la cohérence avec les enjeux de la filière et les priorités nationales et ou régionales. Et à l'issue de cette expertise, eh bien, des retours vous sont faits destinés à vous permettre d'améliorer votre proposition. Et puis, si l'avis des experts sur votre proposition finale est positif, eh bien alors, on vous délivre une lettre de labellisation qui doit être jointe à votre dossier sur la plateforme de soumission et qui sera prise en compte par les financeurs. Et je laisse la parole à Florence d'Images et Réseaux pour la suite du processus. Merci. Florence Martineau, Images et Réseaux. Donc effectivement, dans le cadre du processus de labellisation, vos dossiers vont être évalués par des experts et également des membres des pôles. Donc tout ce travail se fait dans le respect de la confidentialité avec des signatures d'accords de confidentialité, de chartes de déontologie. Vous avez également accès aux listes des experts qui pourront évaluer vos dossiers afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Il faut arriver effectivement à trouver un équilibre dans les informations que vous allez transmettre afin que ça permette une bonne évaluation du projet, tout en garantissant la sensibilité des informations qui sont transmises. Et effectivement, encore une fois, il n'y a pas de communication sur le contenu de votre dossier ou des informations qui seraient confidentielles en dehors du pôle à une tierce personne. Et sur la slide suivante, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Elle est affichée. Ah, alors c'est chez moi qu'elle ne s'affiche pas. Ah voilà, c'est bon, le temps pour moi. L'idéal, effectivement, est de s'y prendre en amont, le plus en amont possible. N'hésitez pas à nous contacter, même au stade d'idée de projet. C'est là que l'accompagnement du pôle prend tout son sens et qu'il est le plus pertinent. On évalue effectivement à 1 mois et demi pour être confortable dans l'accompagnement et avoir un suivi à chaque étape de votre projet et effectivement que ça se concrétise par la labellisation du dossier et son dépôt auprès du guichet de financement. Vous retrouvez sur la slide les contacts donc des 3 pôles qui sont là aujourd'hui, Cap Digital, Systématique et Images et Réseaux. Et donc, on est tous là pour vous accompagner dans vos projets, que ce soit sur l'appel qui est mis en valeur aujourd'hui ou sur d'autres appels à venir. On va maintenant passer au pitch des projets. Alors, voilà, merci. On en a 4 aujourd'hui. Donc, Quarto, Provenrun, eFantôme et un projet porté par Jean Parpaillon. Donc, on va commencer tout de suite avec Quarto et Fabrice Pommier.
Bonjour. 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 Voilà. Donc, c'est bon? Je commence. C'est bon, allez-y. Alors, Quarto, en fait, c'est un éditeur, on est une startup qui propose une plateforme SaaS, une solution sur la base du jumeau numérique. Donc, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, que ça fait partie des axes de l'AAP, ça tombe bien. Nous, on crée des jumeaux numériques selon différentes technos. On travaille dans le monde du télécom d'ores et déjà, et les cas d'usage qu'on a commencé à développer sont pour le déploiement de nouveaux réseaux type 5G et pour la maintenance des actifs et la maintenance en fait des sites, en particulier des sites radio. Voilà, donc on a des applis pour à la fois sécuriser les accès physiques au site, pour simuler les aménagements et les réaménagements, notamment l'accueil multi-opérateur, et puis la digitalisation de la coordination de la maintenance, c'est-à-dire grâce au jumeau numérique, éviter ce qui se passe aujourd'hui, qui est la pratique courante d'avoir des aménageurs qui se déplacent énormément sur ces sites-là. Nous, ce qu'on souhaite, alors on est aujourd'hui avec un de nos partenaires qui ont réfléchi à participer aujourd'hui à cette AAP. L'idée serait de développer un service digital de façon à permettre, alors notamment au niveau TowerCo, de proposer un système de déploiement numérique qui permettrait de couvrir l'ensemble du territoire, à la fois macro, identification des sites, et puis micro, c'est-à-dire modélisation des sites. Nous, notre spécialité chez Quarto, c'est la modélisation vraiment du site, point de vue micro. Voilà un petit peu avec une idée, alors là on est sur un cas d'usage, qui est sur la territorialité et sur le fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux en termes de 5G, que ça soit dans le milieu urbain ou rural. En tout cas, concrètement, ça se passe pas tout à fait de la même façon. Les verrous technologiques que nous, on a identifiés, il y a un sujet de data, alors que ce soit de la data relevée LiDAR type IGN qui est en cours avec le LiDAR HD, mais aussi l'ensemble de la data, les jumeaux numériques locaux qu'on peut retrouver, de la data privée et arriver à la structurer avec de l'IA. Voilà. Voilà un petit peu et nous l'avancée qu'on souhaite aussi faire, c'est travailler sur la R&D, le lien entre le BIM et l'IA. Il y a pas mal de travaux de simulation à opérer, à aller pour pouvoir adresser les bons cas d'usage pour un déploiement commercial. Nous, on a effectivement commencé quelques travaux, mais il y a encore énormément de choses, notamment sur l'IA côté optique. Nous, on est plutôt aujourd'hui sur du NLP et de l'analyse donc textuelle. Voilà. Peut-être slide. Donc la durée qu'on estime à ce stade est de 36 mois. On a fait un premier chiffrage, mais qui est vraiment qui dépendra aussi des acteurs qui nous rejoindraient. Peut-être. J'ai un deuxième slide normalement. Si j'ai bien, voilà, dans les partenaires recherchés. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec, on a plusieurs partenaires. On travaille avec des aménageurs spécialisés dans les télécoms, dans les radios. Notre principal partenaire, c'est une filiale du groupe Orange qui s'appelle Totem, qui gère aujourd'hui 20 000 sites radio en France, et que nous accompagnons d'ores et déjà dans la digitalisation de leur parc. Donc aujourd'hui, en fonction du fait qu'on parte qu'on y aille avec Totem, on rechercherait ou pas une TowerCo, a priori on l'aurait. On peut aller sur des opérateurs téléphoniques, pas forcément le groupe Orange, ça peut être le groupe Orange ou autre. Voilà, aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'assez ouvert. Et d'un point de vue tech, ce que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui suffisamment, c'est toute la partie data, IA optique ou la passage SIG. Voilà. D'autres partenaires pourraient se joindre évidemment sur des sujets de captation de la donnée. Là, je ne l'ai pas mentionné, que ça soit par des processus de drone ou autre. Voilà. Ensuite, alors on est sur un projet R&D, j'ai bien entendu qu'on était beaucoup sur la R&D, mais nous, on voit aussi des cas d'application et voir s'il y a des collectivités. Je sais que chez Cap Digital, il y a pas mal de collectivités associées pour travailler, notamment sur la base de jumeaux numériques qui seraient éventuellement existants au niveau local. Après, évidemment, la solution, on pense pouvoir la déployer non seulement en France, mais aussi en Europe, voire au-delà, puisque la problématique est globale sur un déploiement assez concret de ces réseaux-là. Voilà. Vous pourrez trouver mes coordonnées, notamment en scannant le petit QR code qui est à droite. Voilà.
Merci beaucoup Fabrice et j'imagine que vous êtes inscrit sur la plateforme de rendez-vous. C'est ça, exactement. Voilà, donc on a laissé la plateforme, on a laissé la plateforme encore ouverte jusqu'à 17h. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à demander Fabrice en rendez-vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le projet suivant, c'est le projet Proven Run avec David Garnier et Thierry Chenet. Oui, bonjour. Alors, c'est David Garnier. Je suis directeur des projets stratégiques chez Proven Run. Je ne pense pas que Thierry va se joindre à nous. Bon, aucune importance. Donc, Proven Run, nous, on est une start-up. Bon, on existe depuis déjà quelques années, mais on est quand même assez jeune. On fait du logiciel dans l'embarqué, et en particulier des logiciels qui adressent les problématiques de sécurité. Donc, on a le seul système d'exploitation qui a été certifié pour la sécurité au niveau EL7+ des critères communs. Donc, c'est le seul OS où on a une preuve mathématique qu'il n'y a pas de problème de sécurité dans l'implémentation. On adresse avec cet OS, on adresse des problématiques de sécurité sur toutes les plateformes qui utilisent des processeurs ARM et RISC-V. Et en particulier, on adresse différentes verticales, l'aéronautique, la défense, mais aussi, surtout, l'automotive. On a par exemple des partenariats avec Renault pour travailler sur la sécurité de leur gateway entre le véhicule et l'extérieur. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des problématiques qui sont tout à fait intéressantes et connexes dans le Edge, dans le Cloud Edge. On voit arriver tout ce qui est la virtualisation des réseaux, la mutualisation des équipements. Mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le cloud, qu'on voit déjà dans les gros data centers. Mais dans le Edge, il y a des problématiques spécifiques. Dans le Edge, on vient de le voir avec la présentation précédente, les calculateurs Edge, ils sont répartis un petit peu partout sur le territoire. Ils sont dans des environnements physiques qui sont peu contrôlés, où c'est très facile de faire des attaques physiques. Il y a des problématiques d'efficacité énergétique, on l'a aussi entendu dans les slides précédentes. Et in fine, on a toujours par contre le problème qui se passe toujours dans le cloud, c'est que quand vous êtes sur le cloud d'un hyperscaler, ça peut être aussi bien un hyperscaler américain de type AWS, de type Azure, ou alors même un opérateur français type OVH, type Outscale, vous devez faire confiance à cet opérateur pour la sécurité de vos données. Évidemment, tous ces opérateurs passent des certifications, ils vont avoir des certifications au SecNum Cloud, ils vont vous dire on est ISO 27001, il y a aussi des choses intéressantes qui arrivent avec le confidential computing, mais à la fin, c'est l'opérateur qui a la main, qui peut aller voir, il peut faire un petit SSH sur votre serveur et voir ce qu'il y a sur vos serveurs. Donc nous, en fait, si on pouvait passer la slide suivante, avec le projet donc Solid Edge, on va proposer une plateforme matérielle et logicielle conçue pour la sécurité qui va permettre d'adresser cette problématique d'isolation entre d'une part entre les différents clients d'un même opérateur, mais qui va aussi, par construction, garantir à un client que l'opérateur ne peut pas espionner vos données. Donc si vous êtes un opérateur, vous pouvez offrir un service à vos clients ou vous pouvez lui garantir de façon externe, par le biais et c'est quelque chose que le client peut vérifier en regardant lui-même la conception de cette plateforme, que l'opérateur ne peut pas aller espionner ou modifier les données. Donc ça, c'est évidemment quelque chose c'est un projet qui est assez ambitieux. Évidemment, c'est pour une durée assez longue, de 42 mois, d'environ 3 millions avec un budget d'environ 3 millions d'euros. C'est un objectif ambitieux, mais d'un autre côté, on a déjà beaucoup d'existants. On a déjà nos OS Proven Core, on sait déjà un petit peu dans quelle direction on va aller. Donc, on va réutiliser toute notre existence, ce qui explique que le budget n'est pas non plus gigantesque. Et donc, on cherche des partenaires pour aller sur le développement de ce projet. Ça peut être soit des laboratoires de recherche qui auraient une compétence complémentaire
en sécurité matérielle ou logicielle, quelque chose qui serait connexe avec notre compétence. Parce que nous, on est des experts de l'embarqué, vraiment de la sécurité des OS. On n'est pas forcément non plus un expert en crypto ou des experts dans d'autres domaines. Je crois qu'on a été coupé là. OK. Donc, on recherche aussi des opérateurs de cloud qui auraient des cas d'usage Edge. Ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'opérateurs de cloud, typiquement Orange, qui ont des ambitions dans ce domaine-là, ou déjà des opérateurs qui viseraient déjà le Edge. Mes coordonnées sont sur ces slides. C'est assez facile de me trouver. Et je suis aussi disponible pour avoir des rendez-vous après ces présentations. Merci beaucoup. Le projet suivant est le projet eFantôme avec Artem Boriskin. Yep, hello everybody. Thanks for this opportunity to speak. I will bring a bit of international flavor to the discussion with my English. Okay, so I'm Artem Boriskin. I'm from IETR CNRS. I'm co-inventor and co-founder of eFantôme, technology for our safe wireless future. Technologies that address the needs of 5G and future 6G wireless industry in compliance testing and certification of new products. So when we speak about future wireless, if you can switch, please, for the next one. When we speak about future wireless, we speak about 5G, 6G millimeter wave. So the new generation that will operate at frequencies above 6 gigahertz that were in fact never used before for public networks. Today, there is mass deployment worldwide, 1 billion devices expected on the market by end of 2025. And to anticipate the potential risks and public concerns, there are new safety norms and regulations imposed by the International Commission on Radiation Protection and Standardization bodies. And this mandatory compliance testing and certification, so this compliance testing and certification is mandatory for all the new products that come to market. If not compliant, no access to market like happened with iPhone last year. The problem here is that the existing dosimetry system used for user exposure safety testing are not suitable for millimeter waves because of the fundamental limitations of existing technologies. This explains the need of wireless industry for 5G millimeter wave dosimetry solutions. Next, please. So the solution we have developed, it's in fact the first system for ultra-fast dosimetry testing at millimeter waves. It combines unique solution for the artificial human models that allow to recreate the realistic use case scenario needed for testing, and also the advanced infrared imaging technique for signal and image processing that allows to make the invisible fields visible. This technology is scalable to all the future 5G bands above 6 gigahertz. It allows significant time reduction during the test, which is important if we keep in mind the number of devices on the market. It's more compact, low price, and really eco-friendly. As already mentioned today, it's the key point for many new technologies. So in our case, it's made of the material that's fully recyclable, and it does not require any chemical liquids as used today that require proper utilization after the use. This technology patented, it's compliant with the new regulations from ICNIRP, and importantly, it is also recognized by the new international standard imposed for all future 5G and 6G from next year. Developed in collaboration with our partners, including the Microwave Vision Group, which is leader mondial in the test equipment, Orange, and other partners involved in this work. Next, please.
So why we're here today? Because we prepare to step out of the lab. We have almost 10 years of work behind, quite successful with IP portfolio covering this technology, proof of concept demonstrators. The date for creation is next January for certain strategical reasons. And today we try to secure the funding and partnership to go from the laboratory prototypes to industrial solutions. So we look for the embedded electronics, we look for some software, for advanced image signal processing, industrialization, for serial production, and of course, last but not least, the financial support. So if you are ready and interested to go to play big game at the international level, we will be happy to discuss what we can do together. Thanks for this opportunity to present, and we are open for questions now, later during the session, or in the following. Thanks a lot. Merci beaucoup. Nous allons passer au 4e projet. Il s'agit de celui de Monsieur Jean Parpaillon. Vous m'entendez? Très bien. Allô? Ouais, ok, très bien. Ben, merci Florence, merci tout le monde. Donc, je me demandais si le projet était pertinent dans le cadre de cet appel, mais je vois que y a déjà Proven Run qui traite un petit peu les sujets que je vais traiter, donc c'est très très bien. Donc, ouais, le projet s'appelle Bones. Moi, je suis Jean Parpaillon, je suis consultant indépendant, je suis spécialisé dans les systèmes distribués, le edge computing. Alors j'ai mis embedded, mais ceux qui font du embedded et du edge, du coup, sauront que il y a une petite différence. Donc c'est plutôt le edge computing pour ma part, et la technologie que j'utilise, je me suis spécialisé depuis une dizaine d'années sur la stack Erlang Elixir, et le projet Nerds, qui est un framework, on va dire, pour du edge computing en Elixir. Donc le projet Bones, en fait, vient d'une expérience de près 20 ans dans les systèmes d'exploitation, les systèmes distribués, et l'idée, c'est de développer un système d'exploitation dédié pour le cloud computing, c'est-à-dire pour les serveurs d'hébergement en data center, mais aussi le edge computing, vu que sur le matériel du edge computing, on a des puissances de calcul maintenant qui permettent de déployer des services, faire de la virtualisation, de l'isolation, etc. Il s'appuierait sur deux grands composants, donc un système d'exploitation minimal, donc dédié vraiment à exécuter des services sous forme de conteneurs, read-only pour la sécurité, basé sur un standard de l'industrie Docker, le Docker Runtime, avec un objectif d'être ultra sécurisé. C'est bien parce que David Garnier a pitché un petit peu les besoins de sécurité quand on déploie dans du Edge, et de manière très intéressante, a fait le lien aussi avec les data centers d'un hébergeur. Finalement, le socle d'exécution de nos services, il est fiable, mais on doit faire confiance à l'hébergeur, et du coup, on peut vouloir avoir des OS plus sécurisés que ce qu'on a d'habitude. La partie read-only de l'OS, c'est pour aussi avoir des updates qui soient très fiables, vu qu'on n'a pas de modification du système d'exploitation. La deuxième partie du projet, c'est Bones Hub. C'est un hyperviseur donc en ligne qui contient toute la partie PKI, toute la partie sécurisation à base de certificats, l'orchestration, les interfaces utilisateurs, etc. Sur ce projet-là, il peut paraître très ambitieux, mais en fait, je m'appuie justement grâce à mon expérience en tant que consultant. J'ai pu travailler beaucoup et contribuer aussi à la plateforme Nerves, qui contient énormément d'éléments pour construire des systèmes d'exploitation dédiés, avec tous les services de base, gestion du réseau. Voilà, bon, plus, voilà. Donc j'ai beaucoup contribué à ce projet Nerves, y compris au niveau de la PKI, de la sécurisation des nœuds de calcul, le bootstrap de la sécurité, etc. Donc,
Donc les verrous technologiques aujourd'hui, c'est de créer un BSP. Alors j'appelle ça un BSP parce que ça vient du monde de l'embarqué, mais en fait un OS minima, c'est-à-dire Linux, les bons drivers, les quelques outils de base, en sachant que tout ça repose sur Buildroot, donc des compétences plutôt autour de Buildroot. Au niveau de la PKI, l'intégration avec des HSM sur les différents matériels, le bootstrapping des nœuds, mais toute compétence qui permet d'évaluer la sécurité de nœuds autour de cette PKI, déployés avec cette PKI. Et puis, éventuellement, la modélisation, la génération de configuration pour des applications de gestion de l'infra, juste de l'infra, donc du backup, monitoring, sécurité, etc. Pourquoi pas avec l'utilisation d'intelligence artificielle pour cette génération. Next slide, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai pas cité donc la durée du projet. Alors c'est un petit budget. Alors c'est vrai que ça correspond pas trop à l'appel à projet qui a été présenté. Moi, je suis dans une approche lean. L'idée c'est d'avoir un timing qui soit assez court. Pour moi, je pense que l'intérêt pour aller sur le marché, c'est d'avoir un timing assez court, en ayant un cahier des charges très très précis, avec un cas d'usage très précis, et de développer, on va dire, sur ce qu'un TRL 5, pourquoi pas 6, mais 5, et c'est-à-dire vraiment de pouvoir démontrer l'architecture de cet OS-là dans le temps imparti. Donc, de préférence, dans les 12 mois, d'avoir la possibilité d'avoir un démonstrateur dans les 12 mois. Et donc sur un budget assez limité, avec 3 à 4 experts qui travaillent sur ce sujet-là. Les partenaires recherchés, c'est donc pour les cas d'usage des hébergeurs web, par exemple, pour déployer une centaine de serveurs, pour gérer une centaine de serveurs en ligne. J'ai déjà Machina Corpus avec qui je travaille là-dessus. Des gens qui font évidemment du déploiement d'architecture Edge, voire du HPC, pourquoi pas. Et puis en termes d'expertise, des gens qui connaissent bien l'embedded, le Linux, le langage Elixir, qui n'est pas très très courant, mais qui pour moi est assez intéressant par tous les frameworks qu'ils proposent pour cette problématique-là. Et puis évidemment des collaborations scientifiques, pourquoi pas, autour d'architecture largement distribuée ou de la modélisation. Voilà, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé, mon email, mon numéro de téléphone, et j'ai quelques slots cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous nos pitchers de projets. Ce webinaire qui vous a donc été présenté par Cap Digital, Images et Réseaux et Systématique est donc maintenant terminé. On va passer à la partie rendez-vous individuel, puisque comme vous l'a dit Alexandre en début de webinaire, voilà, l'idée de cet événement, c'était aussi de faire se rencontrer nos membres pour qu'ils puissent faire émerger ensemble des projets. Donc, il y a pas mal de rendez-vous qui avaient été pris en amont de l'événement. Comme je vous le disais, on a laissé ouvert la plateforme alors jusqu'à 17h, il me semble, pour que vous puissiez encore prendre des rendez-vous, notamment avec les porteurs de projets qui viennent de vous présenter leur idée de projet. Il faut juste être conscient, voilà, que si vous demandez des demandes à partir de maintenant, on ne peut pas garantir que les autres entreprises académiques soient présents et qu'ils acceptent vos rendez-vous. Mais n'hésitez pas à tenter. On vous remet le lien de la plateforme, celle où vous vous êtes inscrit. Vous avez dû recevoir vos identifiants de connexion à la plateforme pour pouvoir prendre des rendez-vous ce matin et encore une relance, je crois, pendant l'heure du déjeuner. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontriez une difficulté pour ces rendez-vous. Merci à tous. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions sur le dispositif, si vous avez une idée de projet, que ce soit pour la relève de juin ou celle de fin d'année, évidemment, à solliciter les différents pôles de compétitivité. Voilà, on vous remercie encore et à très bientôt.